Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour ceux qui nous suivront en rediffusion, je leur dis bien le bonjour chez eux. Au cours de plusieurs de nos émissions, nous sommes arrivés à nous poser la question de savoir comment nous allions résoudre les différents problèmes qui ne cessent de nous assaillir. On a parlé à un certain moment de la famille, qui est la cellule mère de la société. La famille était défaillante, avons-nous dit. Nous avons aussi parlé de l'école. Les étudiants nombreux que nous avons invités ici se plaignent de cette école. La société elle-même se plaint de son école, disant que rien ne va. Et parlant de la société elle-même, bon, elle va comme elle va. En parlant des églises, de temps en temps, les chrétiens se plaignent. Alors, comment résoudre les nombreux problèmes qui sont les nôtres? Nous allons vous proposer un petit schéma que nous a proposé à son tour notre ami Moubimba, qui commence par les fondamentaux, qui arrive aux valeurs, aux normes et également aux observables. Comme ça, ce schéma, s'il reste bien en tête, il pourra nous aider par la suite à comprendre et à expliquer à ceux qui n'ont pas accès à ce langage, semble-t-il, un peu plus compliqué, aux autres donc, afin que tout ce que nous disons puisse se diluer petit à petit au sein de notre société pour favoriser notre vivre ensemble. Alors, je demande à M. Moubimba, en se résumant, de nous définir ce qu'il entend par les fondamentaux d'abord, ensuite, il nous parlera des valeurs, des normes, et également des observables ou des visibles. Moubimba. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre Kibambi. Je vais essayer d'expliquer ces choses-là. Je trouve que effectivement la famille, l'école et l'église qui peuvent servir ou qui ont servi dans d'autres, sous d'autres cieux, des institutions de refuge pour pouvoir trouver des repères et rebondir, chez nous, ces institutions sont gangrénées. Et je suis allé dans la réflexion plus bas dans la fondation de la société pour trouver qu'il y a quelque chose, notre base, notre fondation est fissurée. Et dans ces fondations, il y a des postulats fondamentaux qui ne sont pas posés et qui ne sont pas partagés et qui nous manquent, ce qui fait que l'édifice n'est pas assis sur quelque chose de stable. Alors, qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? C'est que chaque société rencontre des problèmes, a des défis majeurs qu'il faut relever pour son existence. Ces problèmes majeurs, ces défis qui se posent à la société, deviennent autant de programmes de la société pour préparer un meilleur avenir. Donc, défis majeurs. Défis majeurs, des problèmes. Ce sont là les fondamentaux. Alors, pour que ce soit un peu plus clair... Non, les fondamentaux ont été compris. Maintenant, nous allons avancer pour arriver aux valeurs, mon cher ami, qu'il faut protéger. Voilà. Maintenant, quand nous avons défini les fondamentaux, parce qu'on donnera des exemples pour que le téléspectateur voit clairement. Quand la société a défini ses fondamentaux, elle, maintenant, édicte des règles. Les règles de conduite, qui sont des règles d'éthique, de conduite, de morale, et aussi des règles qui sont fixées sous forme de loi, pour pouvoir protéger, qui sont des normes qui protègent les valeurs fondamentales qui sont autour de cette fondation, qui sont autour de ces fondamentaux, pour qu'aucune rouille ne touche les fondamentaux. Les fondamentaux doivent être protégés parce que l'avenir de la société dépend de ces fondamentaux et ils sont intouchables, ils doivent être protégés. Et c'est donc ces valeurs qui couvrent les fondamentaux et au-dessus des valeurs, on met les normes. Ne faites pas ça. Celui qui fait ceci, il est à marge de la société. On peut même l'arrêter à la coercition et tout ça. Et maintenant, nous sommes au niveau donc de valeurs et
À la fin, les observables, oui. Maintenant, nous arrivons au niveau des observables. Maintenant, tout ce que nous vivons de tous les jours, tous les actes de tous les jours, à l'école, à la maison, au travail, et ceci, même les œuvres d'art, et tout reflète donc les valeurs, reflète les normes pour protéger les fondamentaux. Même les chansons, même la musique, tout ce qui est fait trouve comme résonance les fondamentaux. Et les fondamentaux sont à la base de la société. Alors, on en était aux observables, donc qui sont ces mouvements qu'effectivement, tous ces gestes que nous posons tous les jours, qui doivent être en adéquation avec les défis qui sont les nôtres. Par exemple, avoir comme attitude, tiens, on termine le boulot, on va à la maison, on se lave, on mange un peu pour aller prendre un verre de bière jusqu'à minuit. Je crois que c'est des observables qui devaient être absolument balayés. En corrélation avec... Oui. Il faut les balayer si l'observable c'est de quitter le boulot, d'aller manger et puis d'aller faire une longue soirée jusqu'à 2 heures du matin. Ça c'est mauvais, ça devrait être interdit. Avec ça, est-ce que vous avez l'impression que la compréhension des téléspectateurs peut être facilitée? Il faut arriver à des exemples pour qu'on comprenne. D'accord, que je donne la parole aux autres. Défis majeurs. Et il va falloir donner des exemples, effectivement. Parce que défi majeur, on a dit pour le vivre ensemble. Hein, avec comme souci la société congolaise, nous voulons tous les Congolais, vivre dans un pays uni, ensemble. Faute de quoi nous disparaissons. Oui, mais en fait, cette question a été soulevée dès le lendemain de notre accession à l'indépendance. Parce que les quelques rares qui pouvaient réfléchir sur le devenir, il n'y en avait pas encore beaucoup qui avaient fait des études assez poussées, mais il y en avait quelques-uns. Et parmi eux, il y a eu un certain Mabika Kalanda qui a demandé à ce que nous puissions remettre en question le système que nous venions d'hériter, si nous voulions effectivement nous décoloniser mentalement. Parce que justement, il avait compris que l'État colonial, qui avait sa logique interne, n'était plus en mesure de répondre aux attentes des Congolais devenus un peuple souverain. Il a donc proposé que nous puissions nous asseoir et réfléchir sur quel Congo maintenant nous allons mettre en place pour que nos enfants puissent effectivement vivre ensemble, plus sous la contrainte comme à l'époque du colonisateur, mais comme un fondamental, comme on le dit, parce que nous voulons effectivement continuer à vivre ensemble. Et donc nous approprier le Congo, en réalité. Nous approprier enfin le Congo, parce que jusque-là, le Congo, nous y étions presque comme des étrangers, des locataires, ou des travailleurs, juste pour produire pour celui qui était en train de l'exploiter. C'est ce que nous étions. Je passe la parole à comment il s'appelle, monsieur Mobimba. Pardon, oh là là, j'en mêle les pinceaux. Voilà, Ganzumba. Roger Ganzumba, pour être précis. Merci pour la parole, monsieur Kibambi. Exemple des fondamentaux qui vous passent par la tête, si vous n'en avez pas. Nous partons du postulat qui constitue le titre de l'émission, le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble se situe dans une entité qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et moi, je vais, si vous permettez, faire une transposition. Je prends le corps humain, le corps d'un homme, de vous, le mien, celui de Cyril, de Modeste, etc. Et dans ce corps qui fonctionne, qui est appelé à fonctionner normalement, il y a des organes, c'est-à-dire il y a le foie, il y a les reins, il y a les poumons, il y a le cœur, pour ne citer que ceux-là. Et les yeux, par exemple. Mais... les oreilles également. Et les oreilles aussi. Je vois pourquoi vous parlez des oreilles. C'est d'actualité ces jours-ci. Oui. N'est-ce pas? Bon, alors, maintenant, lorsque les reins ne fonctionnent pas bien,
C'est-à-dire que il ne filtre pas bien le sang. Il va y avoir un dysfonctionnement du cœur, du cerveau et des autres organes. Donc le vivre ensemble, le corps va ne plus être marché comme il était programmé. Alors ça me ramène à quoi, si vous permettez encore une fois, M. Kibambi, à un logiciel informatique qui est conçu par les informaticiens pour être utile à un travail, à un programme bien déterminé. Mais lorsqu'il est infecté par un virus, il dysfonctionne. Donc, ce que nous constatons dans notre société, c'est que c'est le besoin de savoir quel virus a été atteindre nos reins, notre foie, nos poumons, pour que nous puissions dire, comme Cyril le dit maintenant, il y a des fondamentaux qui ne produisent plus, qui ne produisent plus les observables convenables. Tout à fait. Donc, je crois que c'est bien simple. Nous pouvons alors, par des exemples qui viendront, mettre le doigt sur la recherche de ces virus qui doit absolument être extirpé si nous voulons que les organes de notre corps républicain fonctionnent convenablement pour que le vivre ensemble, cet objectif-là soit atteint. Donc, comme pour dire, faire en sorte que la famille, l'école, la société elle-même, l'Église puissent fonctionner en une harmonie telle que le reste coulerait des sources. Quelques exemples. Oui, quelques exemples, Jean-Pierre. Le vivre en commun congolais devrait être précédé par la mise en commun de patrimoine particulier. Au fait, lorsque en 1885 la Belgique prend le Congo, je ne fais pas une longue histoire, et même en 60 nous prenons le souci du colonisateur n'a jamais été de mettre les ethnies, les royaumes, les empires qui existaient ici, de les mettre ensemble. Eux, c'était l'exploitation de la colonie. Et ils ont d'ailleurs ils respectaient même les coutumes, les traditions, que les gens se conduisent comme ils le font. Et donc, nous devenons indépendants et immédiatement après, même pas de mois, mais 2 semaines après, nous rentrons dans des crises. Et donc, le Congo n'a jamais eu le temps de faire une mise en commun des valeurs. Donc les valeurs comme un fondamental comme l'unité nationale, un fondamental comme la culture nationale, un fondamental comme la mise en valeur de ressources naturelles et la mise en valeur de notre territoire national. On n'a jamais posé ces problèmes. Et à titre justement d'exemple, il fallait que les tribus, les ethnies autonomes, les royaumes cèdent soit partie de leur souveraineté à l'entité nation congolaise. L'exemple il y a les cultures que nous avons. Il y a aujourd'hui des cultures, il y a des cultures mongo, culture zande, baka, sanga, les cultures yombe qui existent. Il n'y a pas la culture congolaise. Peut-être qu'il y a quelques embryons qui existent. Parce qu'on n'a pas eu un moment où on dit nous faisons la mise en commun de ce un moment de rupture. De rupture pour faire quelque chose de national. Parce que le Congo est une personne morale. L'État congolais, une personne morale indépendante de royaumes, de tribus, de tout ce qui existait. Aujourd'hui, avec un exemple concret, par exemple la propriété foncière, jusqu'à la loi Bakajika, d'ailleurs, même pas jusqu'aujourd'hui, dans le village, les gens savent que ça c'est notre terre, nous avons les safoutiers, nous avons les colatiers, nous avons les manguiers à nous, les cimetières sont à côté, ça c'est le ruisseau, depuis 3 générations, on puise de l'eau là-bas, c'est ça notre terre. Mais vous allez leur dire, comme ça s'est dit aujourd'hui, non, ça c'est l'État, on a nommé quelqu'un qui vient là-bas, c'est lui qui doit faire souci. Mais les gens ne comprennent rien. Pourquoi ? Parce que la mise en commun du patrimoine, du patrimoine terrien, de la propriété foncière n'a jamais été mise ensemble.
Et nous sommes de la tradition orale. On n'a jamais expliqué aux gens que voilà, nous avons les lois maintenant. La nation-État, elle est là pour nous tous. On n'a jamais expliqué ça. Et d'où, dès le début d'ailleurs de l'indépendance, il y a eu des sécessions. Problème de sécession parce que les gens pensaient qu'on les a collés avec les incollables et on les a séparés avec les inséparables. Pourquoi vous citez seulement cet exemple de M. Tshombe? Cet exemple de Moïse Tshombe. Non, parce que c'est frappant. Qu'on nous a collés avec les incollables et on nous a séparés avec des inséparables. Et alors tout ça demande que si aujourd'hui, je sais que c'est tous les Congos ici, comme nous avons parlé avec Modeste de l'appropriation du Congo, c'est notre espace à nous que nous devons mettre en valeur et que par conséquent, les enfants doivent aller à l'école, qu'ils maîtrisent les technologies et les sciences pour mettre en valeur, pour que nous fassions des routes, des usines, tout ceci. C'est lui qui vole, qui détourne l'argent public parce qu'il a été mal distribué. Il dit qu'il est en train de menacer l'unité nationale. Il est en train de menacer la mise en valeur de notre État et que les gens qui envient notre pays risquent de venir. Vous comprenez le problème qui va se poser. Mais aujourd'hui, quand il a dit non, mais c'est Asa et Lombe, notre tour viendra, nous pourrons pas prendre l'argent. Vous comprenez ce qui être interdit. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, monsieur, décidément Modeste Boligab? Oui, je crois que ce que notre ami Cyril vient de dire, en fait, nous invite, nous, c'est-à-dire les décideurs, à véritablement faire une pause, prendre une pause pour dire on ne peut pas continuer à faire fi de cela, à ignorer cela. Parce que la réalité, c'est que depuis 60, ce problème a été soulevé, a été posé, mais les décideurs, ceux qui dirigent, sont tellement collés au quotidien, aux urgences, qu'ils ne perçoivent pas avec la même acuité que nous qui avons une bonne distance justement de l'exercice du pouvoir, pour réaliser à quel point cette rupture est incontournable et urgente. Parce que Cyril a dit tout à l'heure que il y a eu la colonisation et puis on a décolonisé, mais en réalité, nous avons déjà dit ça ici, le code noir était le soubassement de tout ça. Il y a eu d'abord l'esclavage qui a été codifié. Et ensuite, lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant d'utiliser ces esclaves chez eux, dans les colonies, on a en quelque sorte mis un bémol sur la traite et gardé les Noirs chez eux pour qu'ils fassent le travail à la maison, à domicile. Mais c'était la même philosophie sous la colonisation. Et toujours les diviser pour mieux régner, à continuer. Et le malheur, c'est que nous ne nous sommes pas rendus compte, nous, autochtones au moment de l'indépendance, c'était un mal très profond qu'on ne pouvait pas guérir comme ça, sans rien y apporter, parce qu'apparemment, c'est ce que la solution ou la non-solution qui a été choisie par les gouvernants, de ne pas trop s'occuper de cet aspect-là. Or, aujourd'hui, 53 ans après, nous nous rendons compte que l'unité nationale n'est qu'une unité, finalement, de façade. C'est-à-dire que le drapeau... Parce qu'il n'y a pas eu, oui, justement, ce travail de fond. Le travail de fond, de mise en commun des valeurs que possède chaque communauté. Voilà, aujourd'hui, 53 ans après, nous nous rendons compte que le ciment n'y est pas vraiment. On continue à avoir le réflexe de recourir aux frères de tribu. Quand je suis nommé ministre, automatiquement, tout mon cabinet, c'est les frères de tribu ou du parti, mais généralement le parti aussi, c'est sur les frères de tribu. Alors que nous avions parlé d'autres tribus qui pouvaient, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, les nouvelles tribus que nous avons... voilà. Donc en réalité, ce travail-là, nous ne pouvons pas continuer à faire semblant de ne pas le voir. Il faut le faire. Et le plus tôt serait le mieux. Parce que continuer comme ça à ignorer que la nation congolaise est une construction et que pour la construire, il faut de bonnes bases.
continuer à faire comme si, parce que maintenant il y a l'hymne national, quand l'équipe nationale joue, on a l'impression que tout le monde est derrière l'équipe nationale. Enfin, tout le monde est derrière. Ça n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il faut plus solide que ça. Parce que justement, le Congo étant ce qu'il est, convoité par beaucoup de puissances, beaucoup de pays, si nous continuons à nous comporter comme ça, avec cette légèreté-là, eh bien, nous risquons un jour de nous réveiller avec un autre drapeau, je ne sais pas quoi. Dieu ne vous a pas entendu. Monsieur Ganzumba. Le vivre ensemble. Chaque jour que j'ai l'occasion de lire, de parcourir un journal local, je vois dans un petit espace à droite en bas, non à la balkanisation du Congo. Mais de nous tous qui sommes autour de cette table, je crois que nous avons souvenance que dans notre jeunesse, nous pensions que la Yougoslavie était un seul pays. Nous pensions que l'URSS était un seul pays. Mais pas plus tard que dans les années 80, nous avons été surpris de voir que la Serbie, la Bosnie, etc., etc. Alors, ça risque de nous arriver parce que si le maréchal Tito pour la Yougoslavie a imposé de force le vivre ensemble sans que les Serbes et les Bosniaques et les autres adhèrent à l'idée, travaillent, soient convaincus par cette communauté, par cette communion, eh bien, arrivera un moment donné où le non à la balkanisation du Congo ne voudra rien dire. Notre mal aujourd'hui, pourquoi tous les jours nous divisons nous autour de vivre ensemble? C'est parce que nous avons le souci qu'il y a quelque chose qui n'est pas au point, qui manque, qui nous met, oui, il y a une menace diffuse qui nous guette, qui nous fait peur. Alors, on doit travailler à aller chercher le ciment. Le ciment. Parce que le vivre ensemble va permettre le bâtir ensemble, va permettre la conservation de l'acquis ensemble, va aussi permettre, et c'est ça qui manque, la jouissance d'une manière équitable de ce qui revient à la communauté. Aujourd'hui, ce qui crée les divisions, les inimitiés, les haines, les trahisons, c'est parce que quelque part des personnes ou un ensemble de personnes peuvent se dire, vous faites là, nous perdons notre temps, on est venu accompagner telle partie des gens, etc., etc. D'où cette démarche, comme Cyril le disait, doit être focalisée quelque part. Où? Est-ce que ça va être à l'école? Ça va être à l'église? Ça va être où? Où va-t-on aller situer cette démarche de vivre ensemble? Parce que nous sommes des adultes. Le Congo aujourd'hui a 60 millions plus ou moins d'individus et ceux qui sont conscients, parmi lesquels je crois que nous pouvons nous compter, de ce problème, doivent travailler pour mettre, comme les femmes avant de faire la cuisine, trient les mauvaises parties des légumes pour les expurger du plat qu'ils vont confectionner. Nous devons aussi recomposer les acteurs, c'est-à-dire les ouvriers, c'est-à-dire c'est comme dans un chantier, un contremaître qui ne mettrait pas l'ouvrier, le maçon à la maçonnerie, les charpentiers, lorsque la maçonnerie est terminée, à la charpente, et il mélange tout, et il ne va pas obtenir un édifice qui convient. Donc le vivre ensemble a pour objectif l'harmonie qui nous donnerait la paix. Or, nous ne sommes pas en paix. Et cette raison-là, elle peut ne pas être en paix. L'inquiétude, la peur peut conduire à beaucoup de dérèglements. Alors, je crois qu'il y a une autre formule que nous pouvons appliquer pour que justement règne cette harmonie que nous appelons tous de tous nos voeux. Ce sont les interdits qu'il faut
peut-être essayer de stigmatiser, parce que, bon, si on dit, comme disait quelqu'un, tel a volé dans la caisse de l'État, oh non, Elombe, tout cela, on ne sera pas en mesure de construire justement ce pays dans lequel on pourra se distribuer, après avoir travaillé et bien travaillé, les fruits produits par notre travail. Les interdits sont à observer absolument pour créer une société dans laquelle la corruption sera extirpée des mentalités. N'est-ce pas? Tout à fait, Jean-Pierre. Et je voudrais ajouter encore ceci, la nécessité du rituel. La nécessité du rituel est très très importante. Il y a eu la cérémonie de l'indépendance avec des discours, malheureusement avec ce qui s'est passé après. Mais pour changer, pour mettre sur pied ces fondamentaux au niveau de l'unité, de la culture, de ceci, etc., d'autres fondamentaux qu'on peut citer, il faut un rituel national. Je donne des exemples. Quand vous regardez en Europe, chaque année, vous allez voir, on continue à commémorer la première, la deuxième guerre mondiale, l'armistice, etc., la réconciliation, la France, l'Allemagne, chaque année. Et chaque année, la nation d'Israël va commémorer des différents pogroms qui ont eu lieu il y a des millénaires, des siècles. Et dernièrement, la moitié du Parlement israélien était en Allemagne pour commémorer au camp d'Auschwitz. Et tout ceci, c'est quoi? C'est pour montrer que c'est très important pour marquer la mémoire des générations qui viennent, pour dire que ça, nous devions éviter, ça, nous devions le faire parce que ça fait partie de nos fondamentaux. Regardez par exemple quelque chose qui a été réussi en Afrique. Malheureusement, quand on a fait la conférence nationale, on est passé à côté. Il y a eu beaucoup de crimes depuis l'indépendance. Des crimes, on s'est tué, on s'est tiraillé, on s'est fait trop de mal. Et on voulait qu'après le dossier de bien Malaki, on se lave les mains. Qu'on fasse la cérémonie de repentir, des confessions publiques. On ne l'a pas fait. Mais l'Afrique du Sud, qui a connu des problèmes graves, avec Indiens, Blancs et Noirs, des problèmes très graves, a organisé avec Mandela et Desmond Tutu vérité et réconciliation. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs, de nos traditions. Parce que notre tradition culturelle que nous avons en commun, chez Gazumba, nous avons le Gibanda. Quand ça ne va pas entre le village, le clan, on fait la cérémonie de Gibanda qui est une confession commune. Tout le monde, chacun doit parler et on pleure. Et après, il y a des cérémonies où on tue une bête. La moitié est préparée, mangée par les vivants. La moitié ira au cimetière pour les morts. Et on se réconcilie. Et tout ce qu'on s'est fait comme mal, on a déjà confessé ça. On ne peut plus l'évoquer. C'est cérémoniel, toutes les nations le font. Pour marquer la mémoire. Pour marquer la mémoire. Et la nation arc-en-ciel a fait ça. Mais nous, nos fondamentaux ne sont pas connus de nous-mêmes. On va dire aux gens, à quelqu'un, dire non, chez toi là-bas, on a trouvé, il y a des mines ici, on a vendu ça à quelqu'un, vous partez toute la tribu ici. Ça, c'est l'État qui avait ça, la terre. Comment ça, c'est le cimetière? Non, mais depuis quand ça a été fait? Non, l'État est une puissance nationale qui a ses prérogatives. Le problème n'est pas là, on ne refuse pas. Il nous faut une mise en commun. Mais les gens ne sont pas informés. On se cache derrière le principe nul n'est censé ignorer la loi. Mais quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, comment il peut connaître la loi? Donc il faut qu'au Sakura, il faut publier la radio, la télévision, dire aux gens des débats, les parlements, et même dans les quartiers que désormais, toutes nos tribus, tous nos anciens royaumes ont cédé leur souveraineté à l'État national qui doit tout régenter aujourd'hui. Nous l'écoutons. Nous produisons le maïs. Nous n'avons pas les minéraux ici. Et ces maïs-là, nous donnons à eux. Chez eux, là-bas, quand nous allons vendre, nous aurons l'argent. Vous avez vu la route qu'on a construite ici. Mais quand vous dites... Nous avons vu cet hôpital qu'on a construit. Quand vous dites, on va donner à eux qui?
Non, non, à d'autres, c'est-à-dire nous vivre avons des tribus de ceci, des coins, des régions. Bonjour, il faut le vivre ensemble. C'est quoi? Il produit l'agriculture, l'autre produit ceci. C'est-à-dire le hiatus se trouve dans l'expression. Hein? Quand vous dites, et d'ailleurs, en me citant du doigt, on va donner à ceux-là. À ceux. Oui. Comme si je parlais de Bassang. Enfin. Non, du Katangé. Ah, du Katangé. D'accord. Oui, mais vous vouliez parler de Bandundu. Oui, au lieu de parler de Bandundu. Non, pour revenir à une chose plus sérieuse, je voudrais dire qu'il y a l'identification des fondamentaux pour notre avenir commun. Qu'est-ce qu'il nous faut comme valeur intouchable qui doivent faire la fondation de la nation? Deuxièmement, puisque c'est ça, comment protéger cela? Une fois que c'est fait, avant de chercher à protéger, tout le monde doit être informé. On doit publier, il y a les médias, il y a plusieurs moyens de contacter. Oui, ensuite. Et ensuite, on va mettre en place alors les normes, les observables, que voici, il faut faire ceci, il faut que les enfants aillent à l'école pour qu'ils mettent en valeur notre pays, sinon d'autres viendraient. Il faut qu'on ne détourne pas le bien public. Si vous le faites, nous ne serons pas à mettre le pays en valeur, d'autres risquent de faire ceci. Il nous faut qu'il y ait une belle musique, mais qui s'arrête à tel moment, parce qu'après la détente, nous avons fait les énergies, demain nous devons aller travailler. Toute la culture d'un travail bien fait, cette culture-là dépend de... Donc, pourquoi il faut travailler durement? Parce que nous devons mettre en valeur nos ressources, mettre en valeur notre territoire. Pourquoi il faut... Et pourquoi tous les comportements de tout le jour, et même l'idée de la grandeur, quand il y a un match qui se joue, les gens sont derrière, pas seulement pas un match comme ça, mais parce on voit une certaine grandeur derrière cela, et qui cimente l'unité, qui cimente une seule culture et un seul destin commun. Oui, cette mise en commun des valeurs est effectivement quelque chose d'essentiel pour parler le même langage, parce qu'il ne faudrait pas que à gauche on parle un autre langage, à droite on parle le même langage. Ce comportement n'est pas pour favoriser cette unité que nous appelons nos tous-neveux. Ça, c'est un travail important. Il faut s'arrêter, je crois, pour le faire. Ces fondamentaux, que ces fondamentaux soient clairs, que les valeurs qui pèsent sur le plan international, qu'on peut partager avec les autres, puissent être stigmatisées, que les normes puissent être observées par tout le monde et que les comportements puissent adhérer, puissent, n'est-ce pas, coller aux fondamentaux dont nous avons parlé. C'est un travail, effectivement, que nous devons faire absolument à la suite de Mabika Kalanda, que m'a cité mon frère Modeste Moudiga. Oui, mais je crois que si nous n'arrivons pas à prendre la mesure de l'importance de ce travail-là, c'est probablement parce que, justement, en 60, nous ne nous sommes pas appropriés le Congo. Il y a cette lacune. Nous avons hérité du Congo, mais sans que nous prenions conscience effectivement de l'importance de ce geste. Parce que, comme nous l'avons dit la fois passée, le Congo que nous avons hérité, voilà pourquoi il y a une différence entre les anciennes colonies d'Asie et nous. Parce que la plupart des anciennes colonies d'Asie, lorsque la colonisation arrive, ce sont déjà des nations qui sont constituées pratiquement dans ces frontières-là. C'est-à-dire que le colonisateur ne vient pas retracer un nouveau cadre pour dire, bon, c'est moi qui vous mets là, je vous reconnais en tant que colonie telle. Non. Il vient, il trouve déjà un cadre qui existe, organisé, et il vient, il entre un peu dans le système qu'il trouve. D'ailleurs, là-bas, c'était la colonisation indirecte, l'administration indirecte. Parce que c'était britannique pour la plupart, et hollandaise. Eh bien, là-bas, le colonisateur ne détruit pas, ne cherche pas à détruire la culture qu'il trouve. Il essaye de s'insérer dans ce milieu-là, et il fait quand même son business, sa colonisation, il exploite, et il a son compte. Et de sorte que quand il part, c'est une parenthèse qui se referme. Alors que chez nous,
En réalité, c'est le colonisateur qui vient créer de nouveaux cadres. Hein, le Congo, l'État indépendant du Congo, c'est Léopold II. Avant, ce n'était pas ça. Du coup, nous allons évoluer dedans comme si nous étions... D'ailleurs, le colonisateur lui-même s'arrange pour qu'il n'y ait pas justement ce mouvement d'unification. Au contraire, il va maintenir les gens toujours opposés les uns aux autres parce que ça l'arrange, lui, pour continuer à régner. Et quand il part... En fait, quand il part, quand nous l'obligeons à partir, il est fâché et il ne faut pas compter sur lui pour nous aider à faire l'unité. Et en fait, il fait semblant de partir. Voilà, parce qu'il est Il là. s'arrange pour que, justement, ce départ soit plus apparent que réel. Ce qui fait que le code noir continue à nous régir, nous continuons à nous entremanger entre tribus, même si c'est un peu plus homéopathique, mais ça continue. Les tribus sont toujours, chez moi, là-bas, au Kivu, hein, quand c'est le Rega qui est gouverneur, les Chis se disent, ben, c'est pas notre pouvoir. Et vice-versa. Alors, vous vous rendez compte, 53 ans après, on est encore là-dedans. Et c'est même encore plus grave que ça, parce que entre les Bâches, il y a les deux territoires, ils sont de deux territoires, eh bien, quand c'est pas l'autre territoire, le territoire d'en face ne se reconnaît pas dans ce pouvoir. Vous vous rendez compte 53 ans après. Très fragile et très facile à détruire. Ça montre que nous n'avons pas fait le travail d'appropriation, d'abord, de notre espace pour dire, bon, de cet espace, nous voulons en faire la locomotive pour la sous-région. Le Congo, sa vocation, c'est ça. Et à partir de là, on allait mettre en place tout ce que Cyril a développé ici. Parce que, ayant pris conscience qu'effectivement nous étions devenus les propriétaires de cet espace-là et que nous avions le devoir de l'organiser pour en faire une puissance au cœur de l'Afrique. Puissance au cœur de l'Afrique, n'est-ce pas, monsieur Ganzumba? Puissance au cœur de l'Afrique, parlons-en. Regardez. Cette entité dans laquelle nous recherchons, nous appelons de tous nos voeux un vivre ensemble harmonieux, ça s'appelle notre République. Et elle a ses composantes. L'autre jour, je regardais un documentaire sur l'égyptologie. Qu'est-ce que je voyais là-dedans? Pour un sujet déterminé, on réunissait 3 compétences, l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. L'historien était là pour disséquer ce qu'on trouvait pour pouvoir lui trouver une explication cohérente par rapport à l'évolution de l'humanité. Alors, notre pays, ici je vais me référer à un universitaire congolais qui a été au cadre dans une entreprise publique. Il me rapportait l'exemple de ce qui se passe en Tanzanie, je crois. C'est un pays où on a trouvé qu'il était nécessaire. Toutes les personnes qui ont occupé des fonctions ou qui ont 60 ans, qui sont à la retraite, on les réunit dans les comités de réflexion. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous la pression du besoin de gagner de l'argent tout de suite. Ils ne sont plus partisans forcément. Ils sont dans leur 3e âge, etc., etc. Ils sont là pour faire des notes. Alors ils prennent des sujets, ils débattent au vu de leur formation, de leur expérience, de leur sagesse due à l'âge. Ils font des notes pour les gouvernants. Pour la postérité. Pour que ceux qui sont au pouvoir, même s'ils sont dans le feu de l'action, que la court-termisme les harcèle, les possède, ils disent ah mais non, les vieux là, ils disent que nous devons faire attention à ceci, à cela. Parce que ce qui tue le vivre ensemble chez nous, c'est quoi? C'est le virus qui va gangréner les fondamentaux. C'est quoi? C'est que, par exemple, là où le Belge a mis un administrateur du territoire qui distribuait l'administration ou la justice, parce qu'ils étaient aussi juges,
ou le social, parce qu'il devait aussi avoir le regard à la manière dont les gens vivaient, se partager les revenus, etc., etc. Il le faisait pas d'une manière intéressée à titre personnel. Et il ne suscitait donc pas une répulsion, un rejet. Donc, il ne provoquait pas ce qui suscitait chez des gens, celui-là, on va lui tendre des pièges pour que son pouvoir... Ils avaient l'adhésion. Ils avaient l'adhésion. Quand ils l'avaient pas... Or, chez nous, la manière dont parfois le pouvoir est partagé, les gens sont nommés, on dirait qu'il n'y a pas un objectif commun et durable qu'on recherche. On règle... C'est-à-dire que vous nommez un bourgmestre à la commune de Kalamou où j'habite. Mais c'est quelqu'un qui est nommé d'une manière partisane. Il ne va pas dans la commune pour les intérêts des gens qui habitent dans la commune, pour dire comment on va gérer la rivière Kalamou, comment on va gérer les bruits, comment on va gérer les enfants de rue, etc., etc. Il dit, bon, tout de suite là, je fais quoi pour satisfaire celui qui m'a nommé et pour régler mes arrières, etc. Donc, à ce moment-là, mais les gens dans la commune, ils finissent par le haïr, les détester, donc vouloir combattre ce qu'il peut faire, même de bien. Donc, il ne fait rien pour que les gens adhèrent à sa politique. Mais voilà. Très bien. Alors, monsieur Cyril Moubimba. Oui, Jean-Pierre, je suis heureux de vous donner encore un exemple, que sur le plan international, on est arrivé au concept de l'imperceptibilité. De l'imprescriptible. Voilà. Imprescriptible. Imprescriptible. Oui. Un crime non prescriptible. Ok, je n'y arrive plus. Donc pourquoi? Parce que ces crimes-là, on s'est rendu compte que avec des armes modernes qui naissent, les armes chimiques, armes biologiques et d'autres armes, n'importe quel bandit peut sortir, un groupe de bandits, et exterminer toute une portion de membres de l'humanité, c'est-à-dire une ethnie, une tribu, une race. Et on a mis ces lois-là, que ça reste, vous avez commis cette faute-là. Quel que soit le nombre d'années, on peut vous poursuivre. Pourquoi? Parce que on doit protéger la survie de l'humanité en dépend. Est un besoin fondamental. Et donc, cette loi-là vient protéger le postulat fondamental. Comment naviguer dans les mers? Comment naviguer dans les cieux des avions les qui restent traités là-bas? internationaux. Mais si vous allez, chacun prend son avion comme il veut, mais il peut y avoir des centaines de morts chaque jour. D'où il faut réglementer ça. Il y a un siècle, ça n'existait pas. Mais réglementer ça, parce que ce sont des choses nouvelles. Et bien, quand on réglemente, tout le monde, on vous dit, chaque nation, vous êtes membre des Nations Unies, allez, lisez chez vous, le gouvernement en parle, envoyez ça au Parlement qui va ratifier, les chefs d'État. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un fondamental. Il y a un besoin, un défi derrière. Et ici, chez nous, par exemple, dans les observables, pourquoi on devrait dire attention à la discrimination raciale, à la discrimination tribale ou régionale? Parce que ça menace notre unité nationale. On ne peut pas accepter, on dit, oh mais qui on nous a nommé un PDG, on nous a nommé ministre, un bourgmestre, c'est qui Jean-Pierre Kibambi. On dit, mais lui, son père, il est de la frontière, de l'autre côté, est-ce que sa mère est de... Ce n'est pas ça. La question, est-il compétent pour nous gouverner, oui ou non? C'est devrait être là. Et dans le cas d'espèce, c'est oui ou c'est non? Dans le cas sous examen. Donc, est-ce qu'il est capable? Ça ne doit pas être sa tribu, il est né où, sa mère était comment, quel est le né de son père. C'est pas ça. C'est tant que nous continuerons à réfléchir de cette façon-là. Et qui doit le faire?
c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble sera menacé. Et toute acquaintance, voici encore au niveau de l'observable, toute acquaintance avec les vautours étrangers qui risquent de faire ceci. On dit attention, ne faites pas ça, parce que ça menace notre vivre ensemble. Toute mauvaise répartition du revenu national, quelqu'un qui joue avec le revenu national, il menace l'unité nationale. Il menace le vivre ensemble. Vous voyez maintenant pourquoi tous ces faits de tous les jours doivent être, si c'est compris comme ça, mais tout le monde sera, non, vraiment il a fait quelque chose de très dangereux, parce que je suis aussi concerné. Mais quand il a fait comme ça, bon, il a fait ceci parce qu'il a dit, bon, Jean-Pierre a dit parce que Cyril n'est pas Moussanga, c'est pourquoi il dit, ouais, mais en fait, il n'est pas Moussanga. Oui, le problème. Mais quand il sait qu'il y a le vivre ensemble qui est menacé, alors il dit non, Jean-Pierre. Merci Cyril. On n'avait pas parlé, vous n'avez pas prendre toute l'émission. C'est quoi cette affaire-là? Modeste n'avait pas pris la parole, voyez-vous, que je m'en souviens. Une fois, tout le monde avait conclu, sauf Modeste Bonigaba. Alors aujourd'hui, il va conclure. C'est déjà la conclusion. Ben oui. Des bonnes choses. Je crois que le mot de la fin, ce sera pour dire que il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'effectivement les Congolais réalisent que le Congo, c'est leur affaire, leur propriété. Quand ils auront pris conscience de cela, ils ne pourront qu'imposer une organisation qui puisse effectivement faire en sorte que ce que Cyril vient de dire soit effectivement de mise. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, à mon avis, c'est que nous sommes là comme inconscients. On n'a pas pris conscience que c'est nous les patrons de ce pays. Et pour arriver à faire cette réforme-là, il faut en fait créer une citoyenneté nouvelle, une citoyenneté plus exigeante que quelqu'un comme Alvin Toffler a défini en montrant que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs étages. Il y a les localistes, les provincialistes, les nationalistes. Il a même parlé des continentalistes et des mondialistes. Si nous organisons notre société de telle sorte que ceux qui sont comme nous, qui ont pris conscience de ces dangers, fassent en sorte que la citoyenneté puisse être vécue pleinement par chacun, mais au niveau où il peut effectivement jouer son rôle de citoyen, à ce moment-là, peut-être que le visage du Congo va être différent. Ah oui, nous avons parlé de nouvelles tribus. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les émissions qui étaient consacrées à ces nouvelles tribus, je voudrais leur rappeler que nous parlions en fait des gens qui ont été ensemble à l'université, des gens qui ont été ensemble dans une société, au collège. Voilà les nouvelles tribus, parce que vous avez vécu ensemble, vous avez des valeurs à partager ensemble. Voilà un petit peu ce que voulaient dire les nouvelles tribus. Et nous avons parlé des observables, c'est-à-dire des gestes de tous les jours. C'est à partir de ces gestes de tous les jours que souvent nous sommes jugés. Alors, il faut donc faire attention pour faire en sorte que tous ces gestes que nous posons tous les jours ne puissent pas être des gestes qui démontrent la paresse ou tout simplement le plaisir, mais que ce soit des gestes qui démontrent que nous sommes une population qui peut travailler et transformer toutes les richesses potentielles que nous avons sous notre sol et notre sous-sol, ainsi et pour, bien entendu, les partager ensemble équitablement, où la perfection n'étant pas de ce monde, essayer d'arriver à cette perfection. Merci d'avoir suivi ce numéro. Il a été un peu court parce que j'ai volé 1 minute. Bonsoir et à la semaine prochaine.